Puis vous avez les petites bouteilles ici à notre gauche. Ça, c'est vraiment spécial. C'est de voir aussi, ils ne sont pas restaurés, eux autres, là. Vous vouliez nous montrer justement l'état dans lequel vous les trouvez, là. Exactement. Alors ça, c'est ça. Alors celles-là ont été trouvées dans la cave ici. Alors ils étaient restés là. Maintenant, le monsieur Rochette, lorsqu'il a fait la rénovation de la maison, il a créé une autre cave. Alors, je pense que ça avait été laissé dans l'ancienne. Et alors, la première cave était surtout des carrés à légumes, qu'on appelle. Et puis, bien, il y avait beaucoup de ces bouteilles-là qui sont surtout des médicaments. Et elles ont une certaine valeur pour nous parce que les noms de la compagnie sont là, les roches, et puis, enfin, on voit différentes imprimées dans le verre. OK, fait que là, détrompez-vous, c'est pas des alcools, c'est vraiment des médicaments. Non, mais je pense que l'autre était aussi bien à l'honneur ici. Ensuite de ça, dans les photos, c'est sûr qu'on ne peut pas tout passer. Il y a beaucoup de photos, mais je veux qu'on revienne sur les deux peintures de Saint-Denis-Garneau qui vous montrent justement le moulin, là. Oui, alors il a fait les deux bouts du moulin, le côté, on pourrait dire le côté sud et le côté nord. Et donc, d'un côté, il y a 4 étages, tout en pierre, tandis que l'autre côté, il y a une partie en bois. Et la grande roue, quand il peint le moulin, la grande roue est à l'extérieur. Alors, comme je vous expliquais tantôt, est-ce qu'elle avait été sortie? Non, elle n'aurait pas été sortie juste parce qu'elle était devenue vieille. Non, alors je pense qu'elle était à l'extérieur comme ça, mais là, je ne saurais pas expliquer le fonctionnement comme je vous disais tantôt. Aussi, j'ai vu que vous avez des belles photos d'une restauration que le ministère a fait ici, là. Oui, bien c'est ça, c'est que quand on m'a assisté pour faire la restauration des deux édifices, évidemment, j'ai aussi eu les soins d'un archéologue, Michel Gaumont. C'est lui qui, le premier, m'a donné une étude sur les deux, sur le séchoir et le moulin, pour que je la présente au ministère pour avoir ma subvention. Et puis, aussi, il nous a aidés un peu à identifier. Mais comme je vous disais, pour le moulin, c'était vraiment juste de vouloir récupérer le plus de pierres possible avant qu'on s'en serve ailleurs. Et vous avez aussi sorti des beaux cadeaux, des belles photos, soit du site à l'époque, des choses comme ça. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur celle-là ici, qui est vraiment magnifique. C'est une photo du bac là, de Sainte-Catherine. Je pense que j'ai jamais vu ça aussi. Avec du monde. J'ai jamais vu ça aussi magnifique que ça. Il y en a eu partout des bacs, mais vraiment prise de même, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Alors, voyez-vous, après Antoine, lorsqu'il est décédé en 1886, il laisse le manoir à son fils Arthur, qui va l'habiter jusqu'en 1903. Mais je dis l'habiter. Vous savez, tous ces gens-là avaient leur maison à Québec. Alors, ils venaient ici surtout pour les fêtes à Noël et ils habitaient ici l'été, les fins de semaine, un peu comme les gens du Lac-Saint-Joseph ou des autres places estivales. Quand Arthur avait le manoir, il avait un gardien qui habitait ici avec sa femme et probablement 2 petits-enfants qu'on a sur une des photos. Alors, c'est une descendante, une des petites filles qui est sur la photo en 1903, qui est venue ici, qui avait au-dessus de 90 ans, et qui est venue me porter ces photos-là avec son fils. Alors, ce sont des Faubert. Faubert. Et puis, elle croyait que son père possédait le manoir. Alors, je lui ai dit non, madame, parce qu'à cause des titres, malheureusement, elle ne le possédait pas. Alors, tout candidement, quand elle a vu les photos, elle a dit non. Elle a dit, dans le genre de charrette dans lequel il se déplace, elle a dit, c'était certainement pas le Seigneur. Alors, c'est un tombereau. Alors, elle a dit en toute humilité, non, non, ça, c'est un tombereau. Elle dit, comme ça, elle dit, vous avez raison, ça devait être le gardien. Mais il venait ici, puis on voit que sa mère vient le visiter. Alors, c'est très agréable de voir cette famille-là réunie. Alors, chacun, dans la photo de famille, il y a 3 filles, et chacune une a un chat, l'autre a une oie, je crois, entre les jambes, tient une oie, et puis, alors, chacun, l'autre a le petit chien.
Et puis, alors, le grand-père est debout et je crois qu'il tient un saumon dans les mains parce que vous savez qu'on pêchait. Ben Puis, oui. on a des photos d'eux pêcheurs. Même les femmes sont sur le pont et elles ont leur canne. Et, alors, tout le monde pêchait à ce moment-là. Alors, avec tous les trésors qu'on a découverts ici, que vous avez, ça serait dommage en conclusion qu'on ne vous pose pas la question, allez-vous écrire quelque chose? Allez-vous faire quelque chose avec tout ça? C'est vraiment magnifique, il faudrait que ça reste à quelque part. Bien oui. Écoutez, pour les gens qui me connaissent, ils doivent avoir un peu l'impression que je dis n'importe quoi, mais non, je suis en grande recherche depuis plus de 20 ans. Alors, je dois dire à ma défense qu'au début, il n'y avait aucun document numérisé. Et je ne travaillais pas non plus avec mon ordinateur. Alors, il fallait que j'aille sur place. Ici, heureusement, quand je venais tous les étés, j'allais aux archives à l'université et tout était sur microfilm. Alors, par contre, bien sûr, il y avait certaines boîtes où on pouvait avoir accès aux documents, aux originaux. Mais par la suite, les documents ont été numérisés, mais pas ceux de la famille Juchereau. Il y a un embargo. Alors, on sait que le document existe, mais on ne peut pas le consulter. On ne peut pas le copier sur nous. Alors, il faut encore continuer à faire des recherches. OK. Mon autre découverte, c'est que, vous savez, pour faire des recherches, on fait des hypothèses. Oui. Alors, je fais des hypothèses à partir des lectures que j'ai faites. Et puis, des fois, bien, tout à coup, on s'aperçoit que la lecture bien, nous disait peut-être quelques petites demi-vérités. Alors, il faut refaire d'autres hypothèses. C'est comme le transport dont je viens vous parler, là, qu'on transportait le bois. Hein, on écarissait le bois, qu'on le transportait, et que l'hiver, on le transportait par bobsleigh avec des attelages de 2, 3 et 4 chevaux. Alors, ça a été écrit, ça, dans l'album du touriste. Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça, et Pierre-Georges Roy a écrit plusieurs livres qui sont très intéressants, mais il faut tous les lire pour, de temps en temps, trouver quelque chose qui a trait à l'histoire que je veux raconter. Donc, vous pensez nous sortir ça quand? Je vais vous avertir, puis vous allez me faire un beau lancement de livre. Ben oui, ça va nous faire plaisir. On va être là, c'est sûr. Hey, merci beaucoup pour cette visite-là. C'était extraordinaire. Un beau voyage dans le temps. Comme ça, on n'en fait pas souvent. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui suis très fière, puis je pense qu'il faut partager tout ça tous ensemble, ce beau patrimoine-là. Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur le vice-président, on est en plein milieu d'une ancienne route. C'est bizarre de dire ça, hein? Exactement. Il y a presque 100 ans, on ne serait pas resté longtemps ici, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation. Il faut comprendre, on est de l'autre côté de la rivière Jacques-Cartier, du côté nord. Si la caméra va prendre une image de l'église, etc., donc le village se développe autant du côté sud de la rue Jolicoeur, mais également du côté nord. Il faut la traverser, cette rivière-là. Donc, avant l'invention du pont actuel qu'on a, il y a eu le pont Gouin, qu'on vous a parlé un petit peu plus tôt, qui a été construit en 1910, qui, lui, va rester jusqu'en les années 60. Et là, à cause du nombre de véhicules qu'il y avait, on va opter pour un pont beaucoup plus moderne. Mais avant qu'on ait le fameux pont, on traversait avec des barques. Et il y avait quelqu'un. Donc, il y avait une personne qui était payée 5 $ par semaine au début des années 1900, qui, lui, s'occupait de traverser les gens et de revenir. Et il y avait un tarif. On parle aux alentours d'une voiture, une passe annuelle, 1,40 $ par année pour une voiture, soit 75 sous pour un piéton. Et là, on avait différents tarifs. Et on sait que si vous étiez pour aller à des funérailles,
quand vous étiez piéton, ça ne vous coûtait rien aller traverser de l'autre côté. Mais c'était la façon dont les gens ont pu bénéficier. Puis après ça, bien, durant l'hiver, on s'entend qu'il y avait des ponts de glace, etc. Mais ici, on serait sur la route et possiblement quelqu'un viendrait à trotter et nous dirait de se tasser parce qu'on lui nuit la traversée. Ce qui est génial, c'est que juste en arrière de toi, on voit encore le palier du pont. Oui. C'est ça qui est Oui, le palier qui a été effectif jusque dans les années 1960. Et vous voyez qu'on est quand même très proche d'une résidence qui a été un restaurant dans les années 40. À côté de la résidence, il y avait un petit casse-croûte ici même qui alimentait l'ancêtre un petit peu pas. Là, aujourd'hui, c'est Marcotte qui a pris la place, là, le casse-croûte, mais dans les prémices, là, M. Pélisson s'occupait d'avoir son casse-croûte et de désaltérer les gens là, qui arrêtaient ici ou qui montaient au lac Saint-Joseph à ce moment-là. C'est spécial parce que la route passait vraiment juste à côté. Là. Oui, on est quand même extrêmement proche. Il faut comprendre qu'il passait beaucoup moins de circulation qu'il y en a maintenant aujourd'hui. Donc, les routes étaient beaucoup moins larges un petit peu. Et vous savez que dans les années 40, lorsque Sainte-Catherine va se développer un service de police, parce qu'il va y avoir un service de police qui va arriver à Sainte-Catherine, un des mandats du policier qui sera effectif ici, c'est avant l'apparition vraiment des automobiles, c'est de contrôler le trot des chevaux. Et après ça, c'est de contrôler la vitesse à 30 000 à l'heure dans le village parce qu'on ne roulait pas trop vite. Parce qu'avec le développement de lac Saint-Joseph, Sainte-Catherine va avoir une police municipale, va se développer une police municipale qui va s'occuper de un petit peu protéger la sécurité. Puis les mêmes problèmes de circulation qu'il y avait, on va les avoir aujourd'hui avec les mêmes règlements, mais dans une autre ordre. Aujourd'hui, c'est plus 30 000 à l'heure. On parlerait de 30 km/h à la place. C'est un petit peu plus lent. Alors, pour ceux qui se posent la question, juste avant d'arriver au pont actuel, la maison qui est à droite, il y a une petite entrée, là, donc c'est ça vous allez voir. C'est là qu'on est caché aujourd'hui, puis qu'on voit les vestiges. Puis je pense même par l'autre côté, on voit aussi les vestiges lorsqu'on est du côté sud de cette magnifique rivière Jacques-Cartier, qui est très importante pour Sainte-Catherine. Parfait. Alors, déjà rendu à la fin de notre voyage, Denis, ça a été vraiment magnifique, mais on n'a pas fini tout à fait. Tout d'abord, dire où on est présentement, c'est vraiment extraordinaire. Ben là, disons qu'on est, je pourrais dire qu'on est chez nous. Ça fait que nous autres, qu'est-ce qu'on a eu comme surprise? C'est lorsqu'on a acheté la maison à côté, là. Ben, moi, j'appelle ça la prime qu'on a eue. Il y avait sur le terrain une école de rang que vous allez voir, là, un peu tout le tour. Oui. Mais l'école de rang, on peut raconter une petite histoire aussi comment c'était. C'est que ça faisait déjà un bout de temps que ça a été déménagé parce que c'est pas une école de rang qui était ici parce qu'on est trop proche du milieu, maintenant la ville, là. Ouais, maintenant la ville, mais il n'aurait jamais construit une école de rang comme ça, aussi proche de d'autres écoles dans le village, là, parce que si on parle des années avant, mais disons en ville aujourd'hui, là, donc ça n'aurait pas existé ici, là. Fait que c'est une école qui a été déménagée. Elle est partie d'où? Bien, elle est partie du rang qu'on appelle le rang Saint-Denis-Garneau, là, un de nos poètes, là. Ouais. Puis, ou encore le rang des patates pour ceux qui connaissent un peu plus ça, parce que c'est le rang où il y a plein de cultivateurs de patates, c'est quasiment à longueur du rang. Fait que cette école-là était justement dans le milieu à peu près du rang, entre la limite de Pont-Rouge, puis le dessus de la côte de Sainte-Catherine, quand on monte la côte à Moïse, qui appelle. Là. OK? C'est un méchant C'est 2000. voyage. Hein, C'est 2000, parce que les écoles de rang, règle générale, puis c'était valide là, pour à peu près toutes les écoles de rang implantées au Québec. C'était chaque barre, c'était dans le rang, il y en avait une par rang, puis ça couvrait là, à peu près 1000. 1000 chaque barre. Est-ce que quand vous l'avez eu, c'était à rafistoler? Il y avait Là, quand on est arrivé, là, c'était un édifice que ça faisait. Je ne sais pas exactement en quelle année qu'ils l'ont déménagé, mais c'est dans le début des années 50 à peu près. OK. Puis c'est sûr qu'elle était installée sur des pilotis ici depuis le temps qu'ils l'avaient déménagé. Là. Mais là, sur des pilotis, C'était plus ou moins bon. hein, ça penche par en avant, ça penche par à côté, ça penche de toutes les bords. Fait que finalement, là, on a décidé, ma blonde et moi, de dire, bon, qu'est-ce qu'on en fait? On convertit ça en garage, tu sais, ou en entrepôt, ou on la rafistole, tu sais. Fait que là, ben, on a pris une décision de dire, bon, là, on va essayer de la rafistoler puis de la remettre sur du solide. Fait que là, ben, on a fait évaluer un peu avant de partir, là, combien ça nous allait nous coûter pour remettre ça sur du solide. On avait des différentes solutions. Remettre des pilotis, on s'est dit ça va être à recommencer. Un demi-solage, on a dit ouais, là.
on a fait évaluer, voilà, c'était un solage complet. Fait que là, ça a été, avec la différence, on s'est dit, on va faire un solage complet. Fait qu'il y a un étage de cachet en dessous. Mais on l'a remis à peu près comme elle était probablement au niveau du sol, parce que ces écoles-là, c'était ça. Hein? Puis, c'est des écoles comme ça, si on revient à l'école, supposons qu'elle était dans le rang, là, bien ça, c'était valide. Celle-là, là, avec les dimensions qu'elle a, c'est 20 par 30, partie d'en avant. OK? Puis, en arrière, bien là, il y a une petite prolongation, mais ça, c'est la prolongation après qu'il ait installé les bécosses, comme on dit, les bacasses, là, ou les toilettes dans le champ. Bien, ils les ont rentrées à l'intérieur. Ça fait que la petite partie d'en arrière, tu avais la partie où ils entreposaient le bois, puis tu avais des toilettes. OK? Fait que ça, c'était la petite partie 12 par 14 en arrière. Mais en avant, c'était une classe. Ça, c'était fait pour 40 élèves. Ça correspondait au standard de construction du temps pour les écoles de rang. Puis il y avait des modèles déjà de privilégiés d'avance. Là, tu sais, fait que celle-là, bien, tu as 2 étages. Fait que là, ça fait 3 étages parce que là, on en a fait un en dessous. Puis la maîtresse avait ses appartements en haut. Fait qu'on avait une classe dans le milieu pour 40. Donc, 40, ça voulait dire que c'était 10 pieds cubes d'air par élève. Effectivement. Puis, ce qui est intéressant de le voir, vous avez encore la cloche en haut. Bien, ça, c'est une cloche qu'on a trouvée parce qu'on s'est dit on avait un beau clocheton. Fait qu'on s'est dit, il faudrait bien trouver une cloche, mais c'est pas une vraie cloche d'école. Bien, peut-être qu'ils ont peut-être plus qu'il y a pu en avoir d'autres, parce qu'il y a des écoles de rang, là, en 1950, il y en avait à peu près 3500 au Québec. OK? Puis en 1950, ils ont décidé de changer ça. Là. Ils ont dit, ben là, les écoles de rang, on va peut-être essayer de faire ça autrement. Ça fait qu'on va les fermer. Fait qu'ils ont commencé à les fermer en 1953. Si bien qu'en 1961, il en restait à peu près 350. Les autres, là, ils avaient tout été convertis en toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis ce 350-là, bien, peut-être qu'il fonctionnait encore parce que ça a continué encore après 61, là, pour les écoles. Puis, en 1979, il paraît qu'il en restait 50 qu'on peut reconnaître facilement. Exemple, comme celle-là. OK. Parce qu'on a conservé l'extérieur comme c'était. Puis c'est des choses originales là, qui sont là. J'aimerais ça que vous nous parliez de votre article que vous avez entre les mains, justement, parce que c'est Oui. intéressant. C'est le Caterinois, qui est le journal local ici. Oui, vous avez, un article qu'on a fait vous sur avez une Facebook. page à tous les mois, je À pense. tous les mois, oui, ça paraît 10 fois par année, à moins que ça soit spécial. Puis là, il rajoute des pages ou il rajoute des mots. Là. Mais en règle générale, c'est 10 parutions par année. Puis là, bien, c'est ça. On a pris comme un genre d'engagement de faire paraître un article par mois. Fait que ça, bien, ça, c'en est un sur justement l'histoire des écoles de rang. Parce que vous avez réuni plusieurs qui ont déjà été dans cette école-là. Bien, c'est parce que le défi, c'est parce que l'extérieur est pas pire, là, mais en dedans, c'est pas comme fini, là. Parce que là-dedans était un peu enlevé. Lorsqu'on a acheté, on a retrouvé ça sur le maçonnette, là. Tu sais, le petit maçonnette des années 75, peut-être, là, fait que ça, on s'est dit, wow, tu sais. on va laisser faire. Fait qu'on a fait des travaux en dedans, mais c'est pas fini. Ça fait que c'est ça. Fait que, juste donner quelques étapes je vais vous rapidement. juste donner quelques petites étapes là, qui sont très importantes. Parce que, vous voyez, la première école à Sainte-Catherine, là, ça a été ouvert, tu vois, en 1824. Puis ça, c'est un Irlandais là, qui avait ouvert ça dans la maison chez eux. Puis il avait réuni les gens du coin. Puis ça, bien, ça a duré 4 ans. Il a décidé de fermer parce que là, les élèves n'étaient pas assez assidus. Puis si on regarde l'étape suivante, dans la seigneurie, à peu près quelques années plus tard, donc en 1831, là, tu te trouvais à avoir 7 écoles de rang dans la seigneurie de Fossambeau, qui était grande. Là. Ça fait que là, il était éparpillé un peu partout. Où est-ce qu'il était exactement? On va finir par le savoir, mais là, pour le moment, je ne sais pas. On est trop jeunes. On est trop jeunes. Mais il y a des points intéressants, parce que regarde, si 1840, là, il y avait 5 des enfants au Québec qui allaient à l'école. Les autres, là, ils n'y allaient pas. Oui. Après ça, une autre étape importante aussi qu'on mentionne, en 1851, c'était les inspecteurs qui ont été mis là, parce qu'eux autres avaient comme mission d'évaluer les institutrices ou les maîtresses d'école, de choisir les programmes, etc. Donc, c'est eux autres qui menaient, si tu veux. Après ça, bien, un autre facteur très important aussi qui est apparu, là, il y avait une école spéciale aussi qui a été installée dans le village à ce moment-là, ou dans la paroisse, c'était mieux. C'était une école là, c'était l'école numéro 1. Ils ont décidé de la diviser en 2, puis faire comme une école ordinaire, puis aussi faire une école modèle. Agrandi. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'école modèle, dans le temps? On ne le sait pas non plus. Peut-être qu'on va finir par le savoir. Après ça, bien là, d'autres étapes importantes, ça a été là,
la loi qui est venue dire en 1943, tous les jeunes sont obligés d'aller à l'école jusqu'à 14 ans, à partir de 6 ans à 14 ans. Fait que ça a changé plein d'affaires aussi. Oui. Après ça, ben là, si on s'en vient un peu Fin plus... des écoles de rang. Ouais, Qu'on parle c'est la fin des écoles, là, qu'on a parlé un peu tantôt, là, que, en 1950, ils décident là, qu'on va en fermer. Il y en a 3500 à ce moment-là. En 61, il en reste 50. En 70, non, en 61, excuse, il en reste 500. Puis en 79, bien, il en reste à peu près 50 qu'on peut identifier facilement. Qui peuvent servir, exemple, comme celle-là, à un moment donné, ils en cherchaient une pour la carte du ministre, là. Ouais. Ben, ils ont décidé de prendre celle-là parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'autres qui étaient aussi représentatives. Ça fait que ça a été celle-là qui a servi comme carte là, de Noël au ministre. La condition, ben, j'ai dit, voilà, je vous donne la permission, mais à condition que vous m'en envoyez une. Ben, c'est- Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça pour les écoles de rang. Ça fait que Ouais. c'est sûr, j'ai passé vite, là, mais Ouais. parce qu'il y aurait plein d'affaires à dire, le rôle des profs, puis comment ça se déroulait en dedans, parce que là, c'était de la première à la 7e année, là. C'était pas comme aujourd'hui, c'était juste la première, juste la deuxième. Oui, parce qu'on a un petit dernier volet à faire, c'est au niveau de la CEPAC, ce qu'on appelle du chaîné, bien sûr, avant. On a quelques belles photos qu'on aimerait ça montrer parce que vous Ça va avez... vraiment être juste un aperçu. Oui, juste un parce aperçu, que oui. Moi, j'aurais... juste pour raconter l'histoire de Duchesnay, parce que c'est quand même une histoire qui s'est passé beaucoup de choses. Pour apprendre une autre émission. Ah, plus qu'une, je pense, plus qu'une. Fait que si je résume en gros, là, ça a été fondé à Berthierville. Ils ont commencé à l'extérieur. Puis même, on pourrait partir même un peu plus loin, vers les années 1900, là. C'est qu'au niveau foresterie, avant 1900, ça ne faisait pas grand-chose. C'est à peu près dans ce moment-là là, que les gens ont dit, bien, il faudrait peut-être former du monde hein, pour venir nous dire comment s'occuper de la forêt au Québec, là, etc. Fait que c'est là que les gens ont commencé à réfléchir. Il y en a qui sont allés étudier aux États-Unis, ils sont revenus. Au début des années 1900, ils ont fondé la faculté de foresterie je ne sais pas si c'était géodésie dans ce temps-là, mais ils appelaient peut-être ça arpentage. Oui, oui. Mais en tout cas, c'était la faculté de foresterie. Puis c'est à partir de ça que ces gens-là ont eu d'autres idées. Ils ont dit, bien là, maintenant, nous autres, on est là pour s'occuper de la théorie, puis des études, puis ces affaires-là, bien, ça nous prendrait du monde sur le terrain pour s'occuper des gens qui coupent les arbres et qui font 56 000 affaires. Fait qu'il y aurait une première période là, qui serait ça. Là. Ce serait de dire comment est-ce qu'ils sont organisés pour partir la formation des gardes forestiers. C'est ça, des gardes forestiers. Là. Ça a commencé dans quelle année, du chaîné? Bien, à Duchesnay, tu vois, ça a commencé en 1935. OK. Mais il y avait déjà 12 ans de fête à Berthierville, parce qu'ils ont commencé à Berthierville, vraiment. Puis à Duchesnay, bien, quand ils sont arrivés là, bien là, ils ont utilisé un peu ce qu'il y avait sur place, puis ils ont commencé à construire aussi des bâtisses. Là. C'est devenu presque un village. Fait que là, si je résume, du moment où ils sont arrivés, aller jusqu'au moment où ça a changé beaucoup, c'est devenu comme pratiquement un village. Tu sais. Bien, ça date là, c'est du tout début, probablement. Ouais, Je ne pourrais pas des dire la date exacte parce que tu vois, il n'y a pas de série. Mais la série, à ce moment-là, n'était pas non plus sur le bord sur le bord de l'Ontaridie, là. OK. Elle était plus à l'intérieur parce que c'était la série des Kennedy qui utilisait. Parce que les Kennedy avaient parti une série. Bien, ça, c'est probablement ça, la série des Kennedy, là. OK. On voit sur ça les produits du siège, puis on voit juste en avant, bien qu'on voit le pont du chemin de fer, Oui. puis la station du chemin de fer aussi, en arrière de ça. Fait que ça Parfait. donne une petite idée. Ça, ben, c'est en plus gros. Ça, c'est après avoir utilisé la série des Kennedy, là, ils ont construit cette série-là. C'est un genre de série école ou... Ah oui, c'est une série école. Oui, c'est ça. Fait que ça, on pourrait dire, si on compte la série des Kennedy, ça, on pourrait dire que c'est la deuxième. Ensuite, ils en ont reconstruit un autre en 68, puis ils en ont reconstruit un autre en 2000, là, qui ont ouvert en 2004, là. OK? Qui est une super série, là. Fait que ça, vous voyez, il y avait un pavillon, même le curé, il y avait encore un curé en 1974, puis il demeurait dans une de ces bâtisses-là, là, où la chapelle était déménagée à l'étage du milieu. Mais il était un temps, c'était ça qui était la chapelle de Duchesnay. C'était un étage complet pour les étudiants qui étaient là, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants à Duchesnay, là, pour les gardes forestiers. Puis, c'était pas juste garde forestier, c'était mesureur, classeur, affûteur, scieur, etc. Là. C'est sûr que depuis ce temps-là, il s'est rajouté d'autres affaires. Puis, ça a été transformé aussi parce qu'en 68, 70, et peut-être même à partir de 64, parce que 64, le ministère de l'Éducation là, a été fondé.
Puis là, ben, ils ont décidé de reprendre tout ce qu'ils faisaient comme enseignement, là. Fait qu'ils ont décidé aussi de reprendre ce qui s'enseignait à Duchesnay. Fait que c'est là que ça a amené un changement. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé à Duchesnay, qu'on pourrait aussi illustrer dans d'autres émissions, c'est... Ils ont dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'était déjà parti, ils faisaient déjà de la recherche, là, au niveau de toutes les sciences de la foresterie. Mais là, ils ont dit, on va accentuer ça, là, en faisant toutes sortes de travaux en forêt, là. Puis là, c'est sûr aussi que la forêt avait été, là, le territoire avait été agrandi, parce qu'au début, c'était pas, là, aussi grand que ça, Duchesnay, en termes de superficie forestière. C'était tout petit en bas, là. Puis avec le temps, c'est devenu plus gros, plus gros, plus gros, là. Ça a changé comme 3 fois de grosseur, là. Puis plus ça allait, plus ça grossissait. Puis en terminant, j'avais le goût de vous amener sur le fait qu'on a séparé aussi le volet touristique du volet Ah, ben oui, ça, c'est arrivé plus tard, une autre étape, là, parce que l'enseignement de la foresterie, comme on en parlait tantôt, là, après ça, les agents de conservation de faune sont venus se greffer dans les années 79-80 à peu près. Puis après ça, ben là, le centre aussi, ils ont ouvert un centre pour l'accueil du public. Là. Ça, au début, c'était un centre écologique. Après ça, un centre d'interprétation de nature. Puis quelques années plus tard, c'est devenu centre éducatif forestier avec comme moyen, deux gros moyens, là, le ski de fond, puis aussi les sentiers d'été. Puis aussi, pour les sentiers d'été, c'était surtout des programmes scolaires, là. On y avait des clientèles bien visées, là. C'était 4, 5, 6. Puis après ça, bien, il y avait les profs pour des stages. Il y avait des classes nature pour une durée d'une semaine. Il y avait des frais aussi un petit peu, là, mais c'était pas énorme non plus. Puis là, bien, les gens pouvaient venir là, vivre ces activités éducatives, là. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Ça fait 3 ans que vous êtes là, puis c'est déjà hyper dynamique. Moi, je vous souhaite encore longue vie, ben des années de société. Ben, là, on se taquine souvent en disant qu'on va finir par tout savoir, mais là, je sais pas si ça va être vrai, mais en tout cas, on apprend de jour en jour. Encore de la recherche, je pense, à faire. Ah, oui, parce qu'à chaque fois qu'on a recherche, c'est comme on a entendu tantôt, là, plus on en recherche, plus on se pose des questions, puis on réalise que des fois, ce qui est écrit ou ce qui est rapporté, bien, des fois, c'est vrai, des fois, c'est un peu vrai, puis des fois, c'est pas vrai partout. C'est ça. C'est autre chose.